Bonjour aux derniers arrivés. Merci d'être présent aujourd'hui pour le webinaire régional sur l'éco-conception des emballages. Donc, Valentine, je te laisse te présenter. Bonjour Valentine Guiton, j'interviendrai aujourd'hui pour Citeo, qui est l'organisme qui coordonne le dispositif de la collecte, du tri, du recyclage des emballages ménagers et des papiers. Moi, je travaille au sein de la direction éco-conception et mon travail est de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'éco-conception des emballages et des papiers. Je te laisse la main. Dans cette première partie de contexte, l'idée est de vous donner des éléments voilà, sur la conjoncture en ce moment autour des emballages et notamment des emballages en plastique. Ils sont au cœur de l'actualité. Alors, dans un premier temps, d'une actualité plutôt médiatique, ce qu'on va voir à travers différentes émissions, que ce soit Cache Investigation, par exemple, qui avait dédié une émission sur le sujet l'année dernière, ou alors France Inter, par exemple, qui a fait 2 journées intitulées récemment Le plastique non merci. Donc, à travers ces différents reportages consacrés sur le sujet des emballages et surtout des emballages plastiques, on le voit, ce qui est pointé du doigt, ce sont les volumes, les quantités, évidemment la question des déchets sauvages, de la pollution qu'on va retrouver à la fois dans la nature et puis plus spécifiquement dans les océans. Et sont mis en avant à la fois les questions de gestion et puis de responsabilité, et notamment des entreprises et des industriels. Côté société civile, on voit aussi un engagement de plus en plus fort, que ce soit à travers les ONG par exemple, ou même des actions collectives de citoyens. Ça a été le cas avec les Plastic Attack l'année dernière, qui peuvent encore avoir lieu sur cette année. Donc le concept, ce sont des gens qui se réunissent dans une enseigne, un supermarché, qui enlèvent, retirent tout ce qu'ils considèrent comme du suremballage et le laissent sur place pour montrer en fait les volumes que ça peut concerner. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est bien qu'il y a une attente sociétale sur le sujet et cela se traduit également du côté réglementaire à travers des mesures des pouvoirs publics. Donc, ce qu'on peut voir, c'est d'abord au niveau européen. Et en fait, au niveau européen, tout ce qui va être enclenché en termes de directives va se traduire ensuite dans la loi française. Donc ça, je le montrerai après. Donc, au niveau européen, qu'est-ce que l'on voit On voit la révision de certaines directives. Donc sur ce contexte européen, ce qu'on voit, c'est donc la volonté de donner des objectifs à tous les pays de l'Union européenne sur le recyclage, et notamment le recyclage des emballages en plastique. Et puis, à partir de ce qui a été étudié comme de la pollution marine et les déchets sauvages, une stratégie plastique avec l'interdiction de produits en plastique à usage unique. On voit aussi dans cette stratégie le bouchon solidaire. Là, l'idée, c'est qu'on ne retrouve plus des petits éléments d'emballage qui se perdent dans la nature. Donc, on va mettre un bouchon solidaire sur les bouteilles pour éviter qu'ils soient perdus. On a la question de la matière recyclée, réintégrée dans l'emballage. Donc là, c'est dans un principe d'économie circulaire. Et puis, l'idée générale, c'est bien la réduction significative, c'est le terme employé, de certains récipients alimentaires, et notamment, ça concerne la vente à emporter. Donc, au niveau français, la traduction de ces directives européennes se fait à travers la FREC, la feuille de route économie circulaire. Et puis, alors, est-ce que... Voilà. Et puis, à travers différents engagements volontaires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on traduit des directives européennes, mais la France peut aussi décider d'aller plus loin que ce que donnent les directives. C'est notamment, par exemple, la question des marquages sur les emballages. Donc, le Triman, qui est un logo français, qui veut dire que l'emballage dispose d'une filière de recyclage, est mentionné dans cette feuille de route économie circulaire comme pouvant être à l'avenir obligatoire. Aujourd'hui, le gouvernement part plutôt sur des engagements volontaires des entreprises, que ce soit pour l'intégration de plastique recyclé dans les emballages ou de manière générale sur des pactes, le pacte volontaire sur les emballages plastiques, donc pour aller vers de la réduction, de l'amélioration de la recyclabilité, de l'intégration de matières recyclées.
On va avoir un gros temps sur ces questions d'emballage et aussi de déchets sauvages important là d'ici la fin de l'année avec la loi économie circulaire qui va donner la liste définitive des emballages et produits à usage unique qui seront interdits et surtout l'échéance à laquelle ils seront interdits. 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, voilà, ils vont trancher. On aura aussi les questions de marquage résolues aussi dans cette loi normalement. Côté consommateur, qu'est-ce qui est attendu côté consommateur? On voit qu'on est bien sur plus une tendance, hein, mais bien un changement en fait dans les comportements de consommation. Ça se voit notamment à travers des sujets comme le vrac. C'est une étude qu'on avait menée l'année dernière qui nous l'a montré. 93% des consommateurs qui préfèrent déclarer acheter du vrac lorsqu'ils ont le choix. Donc on voit que derrière le vrac, c'est aussi la question de l'emballage en fait et du choix environnemental qui s'insère dans le choix de consommation. On voit aussi que dans le quotidien, sur les éco-gestes, le tri a bien sa place aujourd'hui. On a mené une étude l'année dernière donc sur les attentes de consommateurs et notamment qu'est-ce qu'un emballage vertueux selon les consommateurs. Donc le caractère recyclable de ces emballages, la recyclabilité, arrive bien en premier critère d'un emballage respectueux de l'environnement. C'est un critère, la recyclabilité, le fait que l'emballage soit recyclage qui est bien compris par les consommateurs et donc qui est attendu. Et dans une moindre mesure, on a pu constater dans cette étude que l'enjeu du suremballage, le fait que le consommateur perçoive qu'il y ait une quantité d'emballage qui ne soit pas forcément nécessaire ou qui soit supérieure à la simple protection du produit, elle est perçue par le consommateur et donc en face, il y a une attente pour qu'on aille vers peut-être moins d'emballage quand cela n'est pas nécessaire. Donc ce qu'on va voir dans la deuxième partie, c'est comment l'éco-conception peut répondre à ces différents enjeux, à ces évolutions du marché. Et Florian, dans un premier temps, va vous parler voilà, de ce qu'est l'éco-conception, l'approche cycle de vie, et puis ensuite on parlera plutôt action et stratégie. Merci de me passer la main. Donc, sur la partie éco-conception, donc tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? Cela consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit, mais aussi d'un service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. Intégrer l'environnement, ça veut dire quand même intégrer l'environnement avec l'objectif de réduire les impacts environnementaux. C'est donc une approche produit ou service, donc on va définir un produit, un service, sur lequel on va avoir une vision sur l'ensemble des étapes de son cycle de vie, donc dès la conception. Donc les différentes étapes du cycle de vie, par exemple pour un produit, cela peut être l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'usage et la fin de vie. Le transport, on l'a symbolisé par une étape, mais en fait, il est présent sur l'ensemble du cycle de vie. C'est aussi une approche multicritère, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder seulement les déchets qui sont produits sur l'ensemble du cycle de vie, mais on va regarder aussi l'impact sur l'effet de serre, l'acidification des sols, l'eutrophisation en milieu aquatique. Donc, on va avoir un ensemble de critères sur lesquels on va essayer d'agir pour réduire l'impact environnemental du produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Et tout ça, toujours en essayant d'être le plus performant de manière globale, même si parfois il y a des transferts d'impact qui peuvent être minimes et qu'on va essayer de minimiser. La démarche d'éco-conception, il faut savoir que la démarche d'éco-conception est normée. Donc en fait, on reprend pour éco-concevoir un produit, on reprend 6 étapes bien distinctes, dont d'abord identifier l'enjeu pour le produit, choisir un produit, c'est-à-dire est-ce qu'on va s'attaquer au produit, au best-seller ou plutôt à un produit plutôt anecdotique pour développer la démarche d'éco-conception et après démultiplier. Ensuite, on va faire une étape d'évaluation environnementale pour déterminer où sont les enjeux principaux. L'étape C va être l'étape de recherche des pistes d'éco-conception. Donc là, c'est un peu l'étape la plus sympa dans laquelle on se laisse pas mal de liberté. Et après, en étape D,
eh ben, on va voir si toutes les stratégies qu'on propose sont pertinentes ou non, et on va faire un choix entre ces différentes stratégies. On va faire en général le gain potentiel par rapport aux contraintes de mise en œuvre de ces stratégies. Une fois qu'on a choisi un bloc de plusieurs stratégies, on va les mettre dans le produit, développer le produit avec ces stratégies et faire une évaluation environnementale comparative pour déterminer si on a bien eu des gains environnementaux. Et l'étape finale sera la mise sur le marché et la communication sur le produit. Je vous présente ça pour reprendre un peu de recul donc sur l'ensemble des enjeux, sur l'ensemble du produit, avant d'aller un petit peu plus sur la partie emballage. Pour un emballage, déjà, un emballage, c'est quoi? On ne va pas considérer seulement un emballage seul, mais un système emballage composé de 3 niveaux. L'emballage de vente primaire, le contenant, l'unité de vente consommateur. L'emballage groupé, donc avec plusieurs emballages primaires à l'intérieur, donc par exemple dans un carton, l'emballage secondaire. Et l'emballage tertiaire, qui sera essentiellement pour le transport, la mise sur palette, la palettisation des différents emballages groupés pour le transport. Et donc notre objectif, ça va être de réduire les impacts environnementaux sur l'ensemble du système emballage. Et parfois, lorsqu'on va vouloir réduire l'impact environnemental d'une bouteille, on va être amené à réduire les épaisseurs. Mais si les épaisseurs sont réduites, pour le transport, ça va être plus compliqué. Le produit va moins bien se tenir. Donc, du coup, il y aura des transferts sur les autres emballages. L'objectif, ce sera de réduire de manière globale. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi ne pas tout simplement supprimer l'emballage? Si on supprime l'emballage, on oublie que, en fait, l'emballage a plusieurs fonctions. C'est-à-dire la fonction de transporter, de stocker, d'informer, de rendre visible le produit, la fonction de faciliter l'appréhension dans les différentes opérations de conditionnement, de faciliter l'usage par le consommateur, de protéger contre le vol, de regrouper, de contenir et de conserver un contenu. Donc il y a vraiment une multitude de fonctions tout autour de l'emballage, et donc le supprimer serait oublier ces fonctions. Donc on va pas supprimer l'emballage, pas toujours, c'est pas toujours possible, mais en tout cas on va essayer d'agir sur ces fonctions, un peu comme un curseur. Et donc, on va essayer, par exemple, de réduire la partie visible pour réduire la quantité d'emballage. Mais donc, du coup, il y aura peut-être un problème sur l'information, la communication. Donc, il va falloir trouver d'autres stratégies pour communiquer. Donc, c'est toute cette réflexion autour du produit et de son emballage qui nécessitera de faire des compromis sur les différentes fonctions de l'emballage. Pour aller rapidement, voilà un exemple d'un pack d'eau. Donc aujourd'hui, les bouteilles d'eau ont été allégées. Quel compromis a été fait? C'est la réduction de l'épaisseur de la bouteille, la souplesse du produit. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que quand on utilise une bouteille d'eau, on a une chance sur deux, au moment de l'ouverture, d'en mettre à côté. Donc, l'appréhension est moins aisée, l'utilisation est moins aisée. C'est le compromis qui a été fait pour le développement des nouvelles bouteilles avec les bouchons solidaires de la bouteille. Pour le concentré de tomates, là, pour l'exemple du concentré de tomates, donc, ils ont essayé de supprimer le carton autour du ketchup, du concentré de tomate. Le problème, c'est que du coup, en rayon, il est plus difficile d'empiler les tubes et il y a une visibilité réduite du produit. Donc, c'est cette notion de compromis qui a été fait. Et donc, il y a peut-être d'autres moyens de communiquer que sur ce suremballage. On en arrive donc aux différentes stratégies propres à l'emballage, aux stratégies d'éco-conception propres à l'emballage qu'on ne pourra pas vous décrire toutes aujourd'hui. Et je laisse la main à Valentine pour vous les présenter, pour vous présenter certaines des principales stratégies d'éco-conception.
Ce qu'on voit bien ici, c'est que sur la question de l'éco-conception, de manière générale et puis également dans l'emballage, on est bien dans une démarche. Donc on gère son projet, on part d'un état des lieux, on met en place, on évalue tout au long et puis on fait des compromis. Sur les emballages, en termes d'actions potentielles, il y en a beaucoup. On essaye, nous, de les classer et celles qu'on va mettre en avant, ce sont ces quatre-là. Travailler sur l'origine des matériaux, réduire, améliorer la recyclabilité, sensibiliser les consommateurs. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on ne va pas pouvoir tout évoquer, donc on va se concentrer sur les deux du milieu. Je vous invite à nous rejoindre, et Florian en parlera tout à l'heure, le 17 octobre pour un atelier où on pourra creuser les sujets. Travailler sur l'origine des matériaux, on est en amont du cycle de vie, hein, au-delà du choix du matériau, on pourra parler d'intégration de recyclés, de choix aussi pour éviter par exemple l'origine fossile du matériau, la question des labels aussi, par exemple de gestion de forêts plus responsables sur un matériau comme le papier carton. Je n'entre pas dans le détail hein, ici, mais voilà, ce sont tout un tas d'actions sur lesquelles on peut agir dans une démarche globale. La question de la sensibilisation du consommateur, pareil, on a parlé de marquage un petit peu tout à l'heure, hein, qui va sans doute devenir obligatoire. Elle est clé dans l'éco-conception d'un produit pour un industriel, pour une entreprise, parce que tout ce que vous aurez fait en amont en termes d'éco-conception, si votre emballage n'est pas jeté dans la bonne poubelle ou pire, fini dans la nature, tout ce que vous aurez fait n'aura servi à rien. Donc, continuer à sensibiliser le consommateur, c'est une mission pour les entreprises dans le cadre de l'éco-conception. Donc, on va parler dans un premier temps des actions autour de la réduction et puis dans un second de l'amélioration de la recyclabilité. Donc sur la réduction, Florian l'a dit très justement, là je vous ai mis des exemples sur les emballages primaires, l'emballage ménager, mais bien sûr qu'on va aller pouvoir travailler sur l'ensemble du système d'emballage, le fait de travailler sur la palettisation par exemple, éviter les vides dans une palette, dans un système de palettisation, c'est travailler sur la réduction en fait des emballages et l'optimisation. Donc là, dans ces trois exemples, parmi d'autres hein, que j'ai choisis, on a diminué l'épaisseur, voilà, tout simplement. Et Florian en parlait tout à l'heure, effectivement, il faut être attentif à trouver le juste emballage dans ces questions de réduction. C'est-à-dire que si je diminue l'épaisseur à tel point que je vais aller mettre en péril le conditionnement de mon produit, sa protection, si je risque le gaspillage en réduisant trop, alors mon action d'éco-conception, elle est nulle. C'est-à-dire que là où j'ai gagné en impact environnementaux sur la réduction, eh ben, je les ai perdus avec le gaspillage potentiel de mon produit. Donc l'idée est bien d'aller trouver le juste emballage pour avoir réduit tout en continuant à assurer les fonctions que sont celles de l'emballage. Le deuxième exemple, sur cette boîte où on a optimisé les dimensions, je le trouve intéressant parce que donc c'est une boîte de surimi. L'entreprise a travaillé sur une dimension qui est celle de la profondeur. Et souvent, ce qu'on entend, c'est dans la réduction des emballages, notamment bien sûr primaires, ménagers, c'est qu'on perd en facing dans le supermarché. Donc là, en fait, c'est intéressant, ils ont travaillé sur la profondeur et évidemment, à quantité égale de surimi dans la boîte, on a réduit tout en gardant en facing la même perception pour l'acheteur puisque la boîte est placée en rayon debout en face. Donc du coup, la profondeur est moins perçue quand on est dans les rayons. Et puis le dernier exemple, je le trouve aussi intéressant parce que donc on est passé d'une boîte de crayons de couleur avec une petite plaque carton pour mettre les indications et puis un sachet plastique autour qui était en PVC, et on est passé à une boîte entièrement carton. Donc on a allégé l'emballage entre la version 1 et la version tout carton. Mais en plus de cela, on a amélioré la recyclabilité de cet emballage puisqu'on a supprimé un emballage en plastique, en PVC, qui n'est pas recyclable. Et donc, en fait, en repensant le design de cet emballage, on a fait deux actions combinées, à la fois l'allègement et l'amélioration de la recyclabilité pour diminuer globalement les impacts environnementaux. Je prends le temps de vous parler un petit peu ici de l'éco-ancrage. Donc, l'éco-ancrage, ça rentre dans les actions de réduction.
Le fait de travailler sur la quantité d'encre utilisée, c'est important parce que les encres sont issues de ressources non renouvelables. Les pigments minéraux qui sont utilisés, les solvants pour les encres, ont un impact environnemental. Donc, travailler sur les encres, la réduction des encres, vous permet de diminuer les impacts environnementaux de votre emballage. Donc, on a un guide disponible sur le site de Citeo, onglet Éco-concevoir, que vous pouvez télécharger. Et puis, ce guide vous parle aussi de la question des encres minérales, à éviter, des encres à base d'huile minérale plutôt, à éviter sur les emballages. Là, on est plus sur des enjeux sanitaires, mais c'est assez important. Donc, je vous invite à voir ce guide. On a parlé réduction. Maintenant, on va parler parcours de l'emballage. Donc, dans le parcours de l'emballage, on ne va pas vous passer cette petite vidéo aujourd'hui, mais je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour les voir. Là, donc voilà, vous avez le parcours d'une bouteille en plastique, vous avez le cas pour plein d'autres emballages, et vous voyez entre le bac de tri jusqu'à la fin de vie complète, donc le recyclage de l'emballage, comment se passe le recyclage. Là, je vais plutôt vous montrer donc une slide avec les différentes étapes. Donc le premier pour un emballage, c'est le geste de tri du consommateur. On l'a dit tout à l'heure, sans geste de tri, il n'y a pas de recyclage, donc ça commence par là. Ensuite, on a la collecte. Ce sont les camions qui viennent récupérer les emballages, donc dans les bacs de tri des habitants, que ce soit des bacs de tri individuels ou collectifs, et puis dans les conteneurs à verre, puisque le verre est une collecte à part. Et puis ensuite, c'est le centre de tri. Pour ce qui est des emballages hors verre, car le verre ne passe pas en centre de tri. Donc l'objectif du centre de tri, c'est de séparer les emballages par matériaux, et puis sur les plastiques, de les séparer par différentes résines plastiques. Et ensuite, ces emballages sont mis en balles. Les balles, c'est des gros cubes en fait d'emballage, pour qu'ils puissent ensuite être acheminés chez les recycleurs qui, eux, s'occupent de la régénération du matériau pour en refaire en fait un différent usage. Donc par exemple, une bouteille d'eau, on va pouvoir refaire de la bouteille d'eau. Sur un carton, on peut refaire du carton. Une conserve, on peut refaire une conserve. Et puis après, on a des débouchés, par exemple sur les plastiques, qui vont vers le secteur automobile ou le bâtiment. Un emballage recyclable va devoir passer ces différentes étapes, celui de la collecte, celui du centre de tri, et puis avoir une filière de recyclage. Donc recyclable, des fois on peut dire oui, dans un laboratoire avec tout un tas de procédés chimiques on peut recycler. Oui, mais en fait un emballage recyclable est bien un emballage qui va s'intégrer dans un dispositif, être collecté, pouvoir être trié sans perturbation, et puis être recyclé également sans perturbation. Donc, sur ces questions d'amélioration de la recyclabilité, on est dans le cadre d'un dispositif. Donc, quels sont les emballages à trier aujourd'hui? On l'a dit. Alors, si vous voulez, deviner un petit peu dans le chatter, les emballages à trier aujourd'hui. Bon, premièrement, on avait bien sûr parlé du verre, donc qui est une collecte à part. On a ensuite le papier carton, également tous les papiers, donc enveloppes, journaux, magazines, tous les papiers se trient. Tout ce qui est acier et aluminium, donc on va parler plutôt d'emballage en métal quand on parle au consommateur parce qu'il ne fait pas la distinction entre l'acier et l'aluminium. Et puis sur les emballages en plastique, les consignes de tri au niveau national, ce sont les bouteilles et les flacons. On est dans une période spécifique et certains, selon où ils se trouvent, vont avoir des consignes de tri différentes. C'est ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Donc ces zones en fait où on va mettre en plus des consignes de tri nationales tous les autres emballages en plastique. Pour vous y retrouver, je vous invite à aller sur le site consignedetri.fr ou l'appli Guide de tri. Ça, ce sont un site et une application qui sont réservés aux consommateurs, aux citoyens, pour savoir, selon l'endroit où ils se trouvent, quelle est la consigne. Pourquoi il y a cette extension des consignes de tri? L'objectif est bien d'aller récupérer plus d'emballages, et notamment plus d'emballages en plastique, pour augmenter le taux de recyclage et pouvoir trouver une fin de vie pour ces emballages. Jusqu'à présent, les centres de tri n'étaient pas en mesure d'accepter ce type d'emballage, mais on est dans une phase de modernisation des centres de tri pour qu'ils puissent accepter tous ces emballages en plastique qui n'étaient pas dans les consignes jusqu'à présent.
Donc, cela a commencé dès 2012 avec les premiers pilotes sur cette modernisation des centres de tri. C'est quelque chose qui prend du temps. Moderniser un centre de tri, on est sur une infrastructure industrielle, hein, donc c'est pour ça que c'est si long. C'est pour ça qu'on a des zones qui, progressivement, dans la France, vont basculer. Et donc, on a, pendant ce laps de temps, des disparités au niveau local entre des zones qui sont en extension, où on dit aux gens, vous pouvez trier tous les emballages, et des zones où on ne peut pas encore le faire. Donc d'ici la fin de l'extension, on pourra donc mettre tous les emballages indistinctement dans la poubelle de tri. Qu'est-ce que ça va changer pour vous en tant qu'entreprise qui met des emballages sur les marchés ou qui fabrique des emballages? On va avoir une différence entre la consigne de tri, le marquage et la notion de recyclabilité. Donc quand on parle en fait de consigne de tri, aujourd'hui, une bouteille en plastique est à recycler et donc derrière, cette bouteille est effectivement recyclée. Donc la consigne de tri, c'est bien le caractère recyclable, la recyclabilité de cette bouteille en plastique. Quand on va dire tous les emballages vont dans la poubelle de tri, l'idée c'est que ce soit beaucoup plus simple pour le consommateur et donc on augmente le geste de tri parce qu'on facilite en fait le message pour le consommateur. Par contre, en centre de tri, ça va être beaucoup plus compliqué. Le centre de tri va devoir distinguer ce qui aura effectivement une filière de recyclage de ce qui n'en aura pas. Des emballages qui n'auront pas de filière de recyclage. Donc aujourd'hui, par exemple, les bouteilles et flacons en plastique auront toujours cette filière de recyclage. Un pot en plastique de yaourt, par exemple, donc c'est un pot en PS, eh bien on est en train de consolider cette filière et on voudrait que d'ici l'extension des consignes de tri complètes, elle puisse être opérationnelle pour pouvoir recycler tous ces pots en PS. Et puis sur d'autres types d'emballages, par exemple des films souples en résine PP, là, la filière de recyclage n'existe pas. Le volume, hein, le gisement de ces emballages n'est pas très élevé et donc il n'y a pas de recycleur qui s'est lancé sur le recyclage spécifique de ces films PP et donc ces emballages, après le centre de tri, partiront vers la valorisation énergétique. Donc en fait, ce qu'on voit, hein, c'est bien une distinction entre le marquage et puis la notion de recyclabilité. Donc il faut être vigilant. Emballage recyclable, ça veut bien dire donc qui a une filière de recyclage et qui ne présente pas de perturbations pour entrer dans cette filière. Pour résumer, les 3 règles d'or pour un emballage recyclable. La première, c'est un emballage constitué d'un seul matériau ou quand il s'agit de plastique, d'une seule résine. Plus on va vers le simple, plus c'est facile ensuite de l'intégrer dans les circuits. Par exemple, un emballage en papier carton avec une fenêtre en plastique. La fenêtre en plastique ne pose pas de problème, ne perturbe pas. Par contre, elle est éliminée. Donc voilà, on n'est pas sur 100% recyclable, on pourrait dire. Donc, emballage constitué d'un seul matériau ou une seule résine. La deuxième règle, c'est d'aller choisir un matériau qui dispose d'une filière de recyclage. Donc, les matériaux classiques, le verre, papier carton, les briques, l'aluminium et l'acier, on l'a vu. Et puis, sur les plastiques, sur les filières de recyclage, on a du côté des emballages en plastique rigide, le mono-PET, les emballages en mono-PE ou mono-PP. Et je vous l'ai dit, sur la filière de la résine PS, on est en cours de développement. Et puis sur les emballages en plastique souple, là c'est les emballages en monorésine PE. Les autres types d'emballages souples, type complexe ou bien monorésine PP, seront dirigés vers la valorisation énergétique. Enfin, pour avoir un emballage recyclable, on va recommander de privilégier des éléments associés comme les opercules, les étiquettes, etc., qui ne vont pas perturber, et de même pour les barrières, les additifs qu'on va intégrer. Donc là, on a des guides qui vous permettent de savoir justement quels éléments, opercules, colle, additifs vous allez pouvoir mettre qui n'impactent pas le recyclage. Donc, on parlait de guide, justement, vous avez des outils qui sont à disposition. Donc, si vous avez tout oublié, vous ne savez plus si votre emballage est recyclable. Donc, en tant qu'entreprise, là, on parle bien en tant qu'industriel qui met sur le marché des emballages ou qui développe des emballages, vous pouvez vous rendre sur le site tri.citeo.com. Ça se modélise très facilement. Vous dites en quel matériau est fait votre emballage, quels sont les composés associés, et vous avez une réponse sur la recyclabilité, quelle partie de votre emballage sera bien recyclée ou quelle partie peut poser problème. Quand vous cliquez sur le petit « En savoir plus », ça vous donne des éléments d'information sur la recyclabilité de votre emballage. Pour aller plus loin
Et ça rejoint tout ce que Florian vous a présenté sur la notion de cycle de vie. Parfois, on peut se dire, bah, tiens, on va partir là-dessus, c'est une super idée, mais il faut évaluer. Donc, pour être sûr que vous n'avez pas une fausse bonne idée, et c'est le risque que Florian présentait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez pas déporté un impact entre, par exemple, votre emballage primaire et votre emballage de regroupement ou de transport. Ou par exemple que sur un indicateur d'impact environnemental, vous allez avoir des gains, alors qu'en fait, vous allez hausser en fait les impacts sur un autre indicateur environnemental. Donc, pour pouvoir être sûr que vous n'êtes pas parti sur une fausse piste, pour évaluer, vous pouvez faire des analyses de cycle de vie via. Donc nous, on a mis en ligne cet outil en accès libre qui s'appelle BI, Bilan environnemental des emballages. Donc c'est un niveau plus technique, ça demande de compiler des données, ça demande aussi de prendre des précautions dans la modélisation, mais ça permet d'être sûr qu'on ne part pas sur une fausse piste avec ce qui paraissait à la base une bonne idée. Donc vous pouvez calculer le bilan environnemental de votre système d'emballage, on est bien sur l'emballage uniquement, évaluer les impacts environnementaux, puis après, vous allez pouvoir comparer des pistes entre elles et tester des alternatives à votre emballage initial. On a ensuite tout un tas de guides, d'outils, voilà, pour vous donner l'inspiration, pour vous donner les bonnes pratiques. Donc, sur votre portail client Citeo, lorsque vous mettez en marché un des emballages, vous avez ce portail client auquel vous avez accès. Vous aurez le catalogue des bonnes pratiques qui référence toutes les bonnes pratiques, que ce soit sur des actions de réduction, d'amélioration de la recyclabilité, mais aussi sur des actions de communication responsable. On publie des guides, alors à la fois sur les emballages en plastique, les emballages en carton, le verre, on voudrait le faire bientôt également. Et puis on a aussi des formations en ligne, donc les sessions de webinaire, que ce soit éco-concevoir, les emballages ou les papiers. Vous retrouverez tous ces outils sur notre site internet Citeo et c'est l'onglet éco-concevoir. Et puis enfin, je vous présente un outil qui s'appelle Phil, qui permet d'introduire le sujet éco-conception quand on démarre, quand on veut déjà se poser les bonnes questions, faire un premier bilan. Donc c'est un outil où vous choisissez en fait votre emballage, son matériau et puis le secteur d'activité pour lequel vous travaillez. Et ça vous permet d'obtenir un diagnostic sur cet emballage. Vous répondez à un questionnaire, ça dure 15 minutes. Ce sont des questions oui ou non, c'est très simple. Et par rapport aux réponses que vous avez données, on vous donne un plan d'action, comment travailler sur votre emballage pour réduire ses impacts environnementaux, et puis surtout, comment en fait se lancer à travers des outils, des services et des bonnes pratiques. Donc c'est un outil, vous voyez sur l'exemple que je donne là, où vous allez avoir votre plan d'action personnalisé. Sur, par exemple, là, j'avais modélisé sur la barquette. Voilà, ça vous dit, sur tel aspect, vous allez pouvoir travailler sur X microns pour pouvoir réduire votre emballage. Et vous avez comme ça tout un tas de recommandations, de propositions pour commencer à travailler une démarche d'éco-conception sur vos emballages.